Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bienvenue chez e-commerce nation. Merci. Salut Nico, merci à toi bienvenue pour à l'invitation. Deux personnes, donc entrepreneurs qui ont la vision sur cette transition un peu digitale de tout type d'entreprise. Donc aujourd'hui, on va évoquer le social selling, marque employeur et la conversion. Comment on arrive à vendre sans vendre, c'est un peu la problématique d'aujourd'hui. Si on prend un contexte aujourd'hui, quelles sont les problématiques par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que les entreprises sont encore en phase sur ces dynamiques-là, de se dire je vais dégager de la valeur? On l'avait évoqué lors d'un précédent podcast. Est-ce que les entreprises ont conscience qu'il faut développer la marque employeur, qu'il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux? Quel est un peu le contexte aujourd'hui? Là du coup moi pour la partie marketing que je maîtrise, clairement non. Aujourd'hui, effectivement on en parlait dans un précédent podcast, les boîtes ont bien compris qu'elles devaient être présentes sur internet, que ce soit pour gagner des clients ou pour recruter des collaborateurs. Par contre, elles n'ont pas du tout compris comment le faire, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup trop d'entreprises sont sur internet pour vendre. Et l'idée, c'est comme on va le dire dans ce podcast, dans ce numéro-là, c'est qu'on n'est pas là pour vendre, on est là pour apporter de la valeur et on est là pour essayer de gagner la confiance et convaincre l'acheteur ou le collaborateur de nous rejoindre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, moi, je vois trop de boîtes qui vont avoir un site internet, qui vont être présentes sur les réseaux sociaux et qui vont envoyer des emails où elles ne font que parler d'elles et de leurs produits et de leurs services. Et ça n'a aucun intérêt parce que ça n'apporte pas de valeur. Et aujourd'hui, nous, comme tous les acheteurs, on est submergés d'informations. Et si on reçoit un email qui présente un produit ou un service dont on n'a pas besoin au moment M où on le reçoit, on n'ouvre pas cet email et on l'envoie en spam et plus jamais on voudra entendre parler de la boîte qui nous l'a envoyé. Donc ça, c'est vraiment un point important et je pense que les boîtes n'ont pas compris ça parce qu'elles sont bloquées dans une contrainte, en tout cas dans une pression de chiffre d'affaires, de devoir faire du chiffre d'affaires à très court terme, et elles pensent qu'en faisant la promo à outrance de leurs produits et services, dans la masse, elles vont gagner un client. Effectivement, oui, ça peut marcher. On peut très bien se mettre en slip sur le parvis de la mairie de Caen et gueuler nos produits et services. On va peut-être gagner un client dans la journée, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'on peut scaler le truc? Est-ce qu'on peut le faire à grande échelle? Je pense pas. Donc voilà, le but vraiment du marketing digital et de la marque employeur en général, c'est de mettre en place une stratégie qui va nous permettre de séduire à grande échelle, tout simplement. Même combat pour la marque employeur, séduire à grande échelle? Oui, de manière plus générale, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont perdues, notamment sur tout ce qu'on va appeler la transition numérique et la transition digitale. Vous choisirez le mot que vous voulez. Pour différentes raisons, c'est que pendant longtemps, en fait, ce qui a fait la valeur d'une entreprise, c'était l'argent. C'est-à-dire que pour monter une entreprise, il fallait de l'argent. Une fois qu'on avait de l'argent, on montait une entreprise, on pouvait éventuellement acheter des stocks, acheter des machines, embaucher, on pouvait vendre et globalement, on va dire qu'on était assuré de fonctionner, mais c'était pas loin. Ouais. Et ça, c'était avant. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, c'est plus le facteur. Parce que l'argent, je vais peut-être choquer des gens, mais il n'est pas si compliqué à trouver. Et monter une boîte, c'est pas si compliqué à faire. Notamment dans des domaines technologiques ou autres, où les banques sont beaucoup moins frileuses, où on peut même avoir des levées de fonds ou des choses comme ça sur une bonne idée. Donc si l'argent ne fait plus la différence, ce qui va faire la différence, c'est le produit, l'idée, l'exécution, donc la valeur. Sauf que les entreprises d'avant ont du mal à le comprendre et en gros, quand on leur a parlé de transition numérique, ils ont compris qu'il fallait avoir un site web, avoir une page Facebook, avoir n'importe quoi, donc ils l'ont fait, parce qu'ils ont voulu bien faire. Et donc ils ont fait ça il y a 5 ans et ils ont un site web qui n'a pas bougé depuis 5 ans, où ils expliquent qui sommes-nous, nos horaires, mais ça Google le fait mieux qu'eux, donc ça sert à rien. Et pour des entreprises plus récentes, ils ont encore pour certains ces réflexes-là. Et ils ont aussi du mal à transitionner vers cet aspect de valeur, vers cet aspect que en fait, le fait d'exister ne suffit plus pour réussir, que ça demande un peu plus. Et en fait, on retrouve un peu les mêmes schémas, aussi bien pour aller séduire un client du coup, que pour aller séduire un collaborateur. Totalement, c'est le dénominateur commun. C'est pour ça que ces deux thématiques sont vraiment intéressantes à réunir. Comment donner davantage de valeur, de fond à l'entreprise pour pouvoir rayonner et donc augmenter les efforts. Si on devait aujourd'hui définir le social selling,
que ça soit sur les réseaux sociaux, aussi bien pour séduire un collaborateur que pour séduire un client. Comment vous définirez cet aspect de social selling ? Alors moi, le terme de social selling, je l'aime bien, c'est clair que c'est quelque chose qui est en vogue. Par contre, pour moi, c'est une notion qui est assez trompeuse parce que dans social selling, il y a social, ça c'est très bien, il y a selling, et il y a selling, vendre. Et la problématique pour moi, c'est que je pense que trop d'entreprises prennent un peu le concept au pied de la lettre et vendent sur les médias sociaux. Et concrètement, le social selling, c'est quoi pour en dire un peu plus à ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est d'utiliser les médias sociaux. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, Twitter ou ce que vous voulez. Et ça peut être aussi le site internet, les blogs, les forums. Utiliser un petit peu tous les médias qui sont disponibles sur internet pour essayer de gagner des clients ou de gagner des collaborateurs. Maintenant, pour le faire sur internet, on parlait tout à l'heure d'apporter de la valeur, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez séduire un collaborateur ou séduire un acheteur sur internet, il faut lui apporter de la valeur, il ne faut pas vendre sa solution ou son entreprise ou son job à pourvoir, il faut vraiment l'aider à évoluer. Donc ça peut être l'aider à évoluer dans sa carrière ou ça peut être l'aider à résoudre des problématiques ou à atteindre des objectifs dans la partie commerciale. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. On voit beaucoup d'erreurs dans le social selling, c'est qu'il y a maintenant tous les commerciaux ont bien compris qu'ils devaient être présents sur LinkedIn pour prospecter. Et qui te spamment de messages. Et qui te spamment de messages en mode copier-coller. Et ça, c'est assez... Moi, j'ai un exemple assez concret là-dessus. On a un client qui est dans le nord de la France, qui a envoyé un message LinkedIn en mode copier-coller à mon associé en lui proposant de lui vendre ses prestations de service. On est très loin de leurs clients, on n'est pas du tout leur cible. Mais le gars a même pas pris le temps de se dire ok, en fait c'est le mec qui me forme sur social selling et je suis en train de lui envoyer un message en copier-coller quoi. Et donc ça illustre bien le truc. C'est assez comique parce que nous on s'appelle e-commerce nation et étrangement on reçoit beaucoup de mails de gens qui recherchent des e-commerce et on leur dit non mais je crois que vous avez pas compris le business en fait, nous on a un média, vous essayez de nous vendre des solutions de conversion ou autre, ce qui est très positif pour nous, notre démarchage et notre acquisition de leads pour trouver des partenaires. Mais qui est totalement erroné sur la manière de faire parce que tu vas isoler un mot-clé ou autre. Mais donc s'éloigner de la vente et plus faire dégager de la valeur, aider notre cible et créer un contact humain avec cette personne-là. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de se servir des médias sociaux pour se positionner comme un expert qui soit visible justement sur Internet de son domaine d'activité. Et vraiment... le but, c'est vraiment de comprendre le contexte d'utilisation des médias sociaux de la personne qu'on cible. Quand on va sur Facebook, on ne vient pas pour se faire spammer d'offres commerciales, on vient pour se divertir. Quand on vient sur Twitter, on vient pour faire de la veille. Quand on va sur LinkedIn, on vient pour éventuellement trouver un job ou en tout cas mettre en avant ses compétences ou les développer. Il faut bien prendre en considération ces contextes d'utilisation pour apporter justement le bon message sur les plateformes et partager le bon contenu et avoir la bonne démarche pour entrer en contact avec les personnes. Et ça, c'est tant valable pour les clients que pour les collaborateurs. Le problème que je vois aussi à ça, c'est que de la même manière que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris ce que la transition numérique et la présence sur les médias sociaux montraient pour elles et que du coup, elles essayent de vendre leurs produits juste en expliquant quel est leur produit et même pas en expliquant quel problème il résout au final. De la même manière que si je vais poster juste une annonce sur un site d'emploi, ça va peut-être pas suffire pour recruter. Et le problème qui se passe sur le social selling est aussi sur le fait de pousser les collaborateurs et les salariés à communiquer et à aller sur LinkedIn ou autre, c'est que tout le monde finit par comprendre ça de travers et on se retrouve avec un LinkedIn qui ressemble de plus en plus à Facebook, avec des espèces de pseudo-posts qui valent ce qu'ils valent et qui font que on lit sa timeline de plus en plus vite. Et aussi qu'on prenne ça comme donc pour recruter, je dois pas juste parler de mon produit, donc je dois être inspirant, donc je dois être un leader. Alors déjà, note pour tout le monde, on n'est pas tous des leaders, et c'est pas forcément grave, ça n'empêche pas d'être un bon collaborateur, un très bon manager ou un très bon patron de boîte. Quant à certains leaders qui sont portés au nu pour leur capacité de leader, renseignez-vous un peu sur la vie qu'ils faisaient vivre à leurs employés et vous verrez que je suis pas sûr que vous liez de cet homme-là ou cette femme-là. Bref. Donc on se retrouve avec tout un tas de gens, notamment des managers ou des vendeurs qui veulent absolument devenir des leaders d'opinion, des influenceurs qui vont poster dans ce sens-là et on n'y comprend rien. On n'y comprend rien, ça parle pas de la boîte, ça parle pas de leur message. On voit bien, alors le cas typique, c'est le truc super inspirant, mais ça fait la 28e fois que vous le voyez. Surtout dans la journée, il y a une vidéo qui est à la mode, voilà.
c'est la même chose qu'une pub que vous feriez pour votre produit ou sur votre site e-commerce, vous avez copié un autre. Ouais. À l'époque, c'était un truc qui me faisait rire, mais à l'époque où il y a eu la mode de Happy de Pharrell Williams, je sais pas combien de vidéos d'entreprises corporate vous avez vu où les mecs dansaient dans les couloirs en chantant I'm Happy, c'est super. Bah, c'est la même chose que sur un site e-commerce ou n'importe quoi, avoir le même bandeau déstockage, on fait des soldes, on fait machin, mais vous voyez la même image Photolia ou Pixabay que tout le monde a. Et le réflexe que vous avez immédiatement, c'est bon, non mais c'est bon, j'ai vu la ficelle, donc soit ton produit il est top du top et je vais te l'acheter, soit non, je vais passer parce que tu es en train de me parler comme à n'importe qui. Donc il faut... cette notion sociale est vraiment super importante et vendre son produit c'est pas sale et en parler c'est pas sale, mais il faut le faire intelligemment. C'est vraiment cette notion-là qui est pas aisée aujourd'hui. Totalement, et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce parallèle avec la marque employeur. Est-ce qu'on a ce même discours, c'est-à-dire pour recruter quelqu'un, est-ce que je dis je cherche quelqu'un, ou est-ce que je dégage mes valeurs? Quelle est la vision différente sur les réseaux sociaux? En fait, la marque employeur, pour résumer, on va dire que c'est du marketing RH. Ouais. Et pour expliquer un peu d'où ça peut venir, on l'a dit tout à l'heure, juste vendre son produit, ça suffit pas. Il faut expliquer qu'il y a une valeur ou autre. Et vous avez beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui vous expliquent que vous devez être une expérience. Avant même d'être un produit, vous devez être une expérience. Et c'est ça que vous devez faire vivre aux gens. Ce qui explique peut-être la désertion, par exemple, des grandes surfaces ou des choses comme ça, parce qu'on n'y vit pas grand-chose, on ne vient que consommer. Alors que si vous allez dans un magasin où on va savoir qui vous êtes, on va prendre vos informations, on va vous proposer le bon produit. Ou un marché aussi, je voyais ça, un marché où tu as un lien, une expérience totalement différente. Tu vas avoir une discussion, on va s'intéresser à toi ou autre, on peut même pousser ça jusqu'aux salles de cinéma. Si aujourd'hui on a des salles de cinéma qui proposent des expériences avec des fauteuils en cuir, la petite bouteille d'eau, vous prenez du vent, vous avez du bruit, vous êtes secoué, etc., c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une expérience que vous ne pourrez pas avoir à la maison. Donc aujourd'hui, pour vendre à un client, il ne faut pas juste avoir un produit, il faut avoir une expérience. C'est toujours les mêmes exemples, mais si je vous prends Apple, oui, vous rentrez dans un magasin Apple, vous vivez une expérience. Rien qu'à ouvrir la boîte de votre téléphone ou de votre iPad, vous vivez une expérience. C'est pas emballé à la va-vite comme un Motorola ou ce genre de choses. Donc ça, les entreprises, petit à petit, commencent à le comprendre. Et je dis pas que c'est facile, mais petit à petit, commencent à le comprendre que cette notion d'expérience client, elle est importante pour vendre. Sauf qu'il se passe quoi? Un collaborateur, dans sa vie quotidienne, il est client. Il commence à vivre des expériences. Il commence à avoir l'habitude qu'on lui demande des choses en tant que client. Il commence à avoir l'habitude de pouvoir laisser un avis sur ce qu'il vit, sur ce qu'il produit. Et quand il arrive au boulot, quand il est habitué à utiliser une application qui se passe bien, ou en 2 clics, il va arriver à retrouver quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, ou il va arriver à réserver ses vacances. Quand il arrive le lundi au boulot et pour réserver une salle de réunion, il faut qu'il remplisse 4 feuilles A4, il dit non mais là j'ai un problème, j'ai pas mal d'expérience. Quand ça se fait que dans ma vie perso, je vis des expériences plus sympa que ce que je vis au boulot. Et finalement, on a un peu de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils, on a des expériences dans les magasins, dans n'importe quoi, qui sont plus fun, plus intéressantes, et on a besoin de ça. On est dans une économie de service. Le produit suffit pas, on est beaucoup plus sur une économie de service, donc ça suffit pas. Et les gens, pour travailler dans une entreprise, demandent une expérience, et l'expérience, ça peut être simplement qu'est-ce que je vais y vivre, comment je vais y vivre, c'est quoi les missions, c'est quoi les valeurs, et on retombe finalement sur ce qu'on va essayer de vendre à un client. C'est-à-dire nos valeurs sont celles-ci, notre mission c'est celle-ci, ah oui ça me parle donc je vais acheter ton produit, ou ah oui ça me parle donc je vais y travailler. Et le point le plus simple de ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. D'accord. La symétrie des attentions, alors qui est un nom déposé maintenant, mais la symétrie des attentions, c'est ce que disait Richard Branson de Virgin, c'est si vous vous occupez bien de vos collaborateurs, eux vont bien s'occuper de vos clients. D'accord. Parce qu'au final, le collaborateur, ça va être le premier client de l'entreprise. Que le client va acheter avec de l'argent, le collaborateur, il va l'acheter avec son engagement, son temps et son envie. Et on ne peut pas se contenter, de la même manière qu'un client, et c'est exactement ce que disait Ludo, de la même manière qu'un client, on ne peut pas se contenter de dire écoute, mon produit est super, achète-le, parce qu'il a trop de moyens de le benchmarker, il a trop de moyens d'avoir d'autres produits. Aujourd'hui, on a une économie qui permet d'autres produits. C'est la même chose pour une entreprise. On ne peut pas juste dire bien, j'ai un poste. Et pour le faire à une certaine échelle, voilà, ce type de mécanisme, il y a une notion, c'est la culture. Que ce soit par rapport aux collaborateurs ou par rapport aux clients, c'est ce qui permet d'être un peu plus scalable, échelonnable, de se dire je veux propager des valeurs à travers mon écosystème interne et que ces valeurs se propagent dans l'écosystème externe. Du coup, par rapport à ça, je pense que la marque employeur, c'est également
un point essentiel, donc effectivement pour fidéliser les collaborateurs, mais aussi pour en recruter. Et le problème, et je pense que toi, Guillaume, tu valideras ça, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes ne vont communiquer sur leur marque employeur, ou en tout cas sur leur boîte d'un point de vue collaborateur, que quand il y a un poste à pourvoir. Alors, non seulement je valide, et le parallèle avec les clients est le même, c'est-à-dire qu'ils vont parler de leur entreprise ou faire de la pub que quand ils ont un produit avant. Exactement. Et là, du coup, moi j'aime bien faire le parallèle avec l'inbound marketing. L'inbound marketing qui consiste vraiment à attirer des clients via Internet. Je pense qu'on peut vraiment appliquer ce concept-là au RH et via le concept d'inbound recruiting notamment. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une boîte, elle a des besoins en recrutement qui sont plus ou moins réguliers. Mais dans tous les cas, elle vise des candidats qui ne sont pas forcément à la recherche d'un emploi au moment où ils vont diffuser l'offre. Ouais. Et en fait, si on veut toucher ces personnes-là, qui changeront de poste sans doute un jour ou l'autre parce qu'aujourd'hui on ne fait plus une carrière de 20 ans dans la même boîte, on est obligé d'avoir une communication, une stratégie, en tout cas une stratégie marketing RH qui prenne ça en compte et qui permette d'attirer ce candidat potentiel bien avant qu'il se pose la question de changer de poste ou d'avoir un besoin d'un job. Pour retrouver l'ADN dans la régularité, dans la stratégie, nous on le voit bien sur notre cas d'e-commerce nation, c'est de se dire on n'a jamais pensé à cette marque employeur, mais on a dégagé une culture qui est suffisamment forte, qui a eu cet effet de marque employeur sur nos recrutements, sur cet écosystème d'explorateurs du e-commerce ou autre, sur nos vestes, voilà, tout cet univers-là nous a aidés facilement pour notre recrutement et notre attractivité, malgré nous quelque part. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est si tu développes une culture suffisamment forte pour ton entreprise, où tu as tes salariés qui sont épanouis, où tes collaborateurs ils partagent cette culture-là, en fait elle rayonne et donc ça constitue naturellement une marque employeur. Mais que tu le souhaites ou non, de toute façon une marque employeur tu en as une. C'est comme une réputation. D'accord. La marque employeur ça reste une réputation et tu en as une. C'est-à-dire qu'on va savoir, aujourd'hui les gens ont les moyens de parler, ont les moyens de s'exprimer. On parlait tout à l'heure des avis Amazon, aujourd'hui vous avez des sites comme Glassdoor ou Viadeo qui a complètement switché son modèle et qui devient une plateforme où on va pouvoir noter ses expériences. Vous avez des plateformes qui permettent aux stagiaires même de dire est-ce que la boîte est bien pour faire un stage ou autre. Quand on connaît le nombre d'entreprises qui vivent quasiment qu'avec des stagiaires, il ferait bien de se pencher sur ce qu'on dit d'eux. Donc on a trop de moyens de s'exprimer pour que ça puisse rester en l'état. Ouais. Donc déjà une marque employeur, on en a une, qu'on le veuille ou non. Après la démarche de la marque employeur ou du marketing RH, c'est un peu comme dans le marketing où on va même travailler sa réputation ou sa réputation, de le formaliser un peu plus et d'en faire une stratégie, notamment pour éduquer aussi les collaborateurs qui derrière vont pouvoir, comme on en parlait dans le social selling, diffuser ces messages-là. Pour revenir à ce que tu disais sur la culture, oui, elle est importante, c'est une partie de la chose. Déjà, elle va s'écrire au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Mais c'est aussi ce qu'on dégage. On parle bien de marque employeur, c'est-à-dire à quel point on va plaire aux gens et à quel point juste le produit ou juste la marque suffit pas. Je vais reprendre l'exemple d'Apple et je vais prendre l'exemple de l'iPhone et de l'Android. Ouais. Vous avez deux cultures complètement différentes. Et quelqu'un qui va vous défendre Apple, je le dis d'autant plus que moi je suis plutôt pro Apple et que mon associé, lui, est pas du tout. Donc on a des grandes discussions là-dessus, mais quelqu'un qui va défendre Apple va vous défendre les produits, va dire que c'est bien ou autre, mais ce qu'il va défendre, c'est l'état d'esprit qui est derrière. C'est-à-dire, c'est fait pour moi, ça communique avec tout mon écosystème, quand j'appuie, ça marche tout de suite, et puis au niveau du service, c'est intraitable, dès que j'ai un problème, TNT arrive, on me le change, super, voilà. Donc on va vous vendre le service quasiment plus que le produit. Et c'est comme ça que ça va être défendu, même si les prix sont trop chers ou autre. Quelqu'un qui va vous défendre Android, notamment chez les développeurs ou autres, c'est souvent des gens plus bidouilleurs, des gens qui vont dire oui c'est moins cher, oui mais moi t'as vu mes trucs, je peux installer ce que je veux, je peux le craquer, je peux avoir un SDK et machin. Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est une notion de qu'est-ce que j'attends de mon produit, qu'est-ce que j'en veux. C'est la même chose pour une entreprise. Pour une entreprise, il n'y a pas de bons collaborateurs, de mauvais collaborateurs, de bonnes entreprises, de mauvaises entreprises. Il y a des gens qui sont faits pour aller ensemble. Je vais reprendre un exemple qui va te parler parce que c'est toi qui me l'as donné. Quand tu arrives à un point où les gens aiment tellement ce que tu fais parce que tu as communiqué, comme on le disait en inbound, tu as communiqué en amont, mais sans le mentaliser, même sans le vouloir. Tu as tellement communiqué sur ce que tu étais, ce que tu renvoyais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ça se sent dans ta manière d'écrire, dans des blogs ou autres, que tu as des gens, dès qu'il y a une opportunité d'un nouveau poste, ils essayent de rentrer. Et je crois que tu as quelqu'un qui a postulé au moins 2 ou 3 fois avant que tu le prennes et finalement tu vas faire, il doit vraiment avoir envie de venir.
En fait, c'est ça. Et la notion de marque employeur, Ludo a entièrement raison sur le côté inbound. Il faut pas attendre d'avoir un poste. En fait, il faut éduquer la personne. Et le jour où il y a une opportunité, en fait, les deux vont pouvoir matcher. C'est exactement ça, parce qu'on a le cas dans l'équipe. Donc là, la personne que tu parles, c'est Clément. Clément, qui est maintenant une personne essentielle de notre équipe, qui a postulé donc 3 fois. Première fois, il n'y avait pas forcément un besoin. Deuxième fois, pas l'opportunité. Et troisième fois, je me suis dit, bon, s'il insiste autant, voilà. Et sur pas mal de nos collaborateurs, ça fonctionne comme ça. On a Alfredo aussi qui est en charge de la partie internationale, où au départ c'était un partenaire, après c'est devenu un rédacteur, et puis après on a travaillé lui en freelance, et maintenant il fait partie de l'équipe. Et on a toujours eu ce traitement de se dire, ok, nos collaborateurs, on les traite voilà, comme des personnes, des employés qui sont internes, parce que on est main dans la main avec eux, et il y a certains de nos partenaires, et ça c'est assez fou, hein. La dernière fois on avait une soirée gala chez DHL, et c'était au Petit Palais à Paris. Et on arrive, bon, c'était bien habillé, tu vois, pour l'occasion, on fait un peu un effort, nous start-upers. Et en fait on arrive, et il y avait le directeur marketing et commercial de DHL France, il dit je croyais que vous auriez mis vos vestes et tout, comme ça on n'aurait pas pu vous rater et tout, mais parce qu'en fait ça devient tellement dans notre culture, et nos partenaires viennent nous demander aussi les vestes ou autres, qu'on se rend compte en fait des bénéfices et de l'authenticité derrière, parce que quand tu as d'autres acteurs, que ce soit autant pour le recrutement que pour la vente, et ben en fait tu as une identité propre. Et en fait ça fait la différence, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui l'ont pas forcément travaillé, cette identité, sans aller jusqu'à l'étape. Nous on n'est pas allé jusqu'à cette étape de marque employeur, on est allé plus sur cette logique de culture interne, mais en fait cette culture, si elle est bien définie et en adéquation avec ses valeurs, et elle impacte tout l'écosystème qu'il y a autour de la boîte, quoi. Mais quand on parlait de culture, il y a des notions qui sont très importantes dans la culture. Alors, il y a notamment l'histoire. C'est important d'avoir un mythe, comment ça s'est passé, qui, pourquoi. Et l'histoire, ça va aussi jusqu'à la vision, jusqu'où on veut aller. Et il y a aussi tout ce qui va être rite et rituel et symbole. Et dans le cas de vos blousons, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un symbole fort. Et si vous prenez toutes les grosses marques, que ce soit d'un point de vue marque employeur ou d'un point de vue marque produit, les symboles sont forts. Vous allez reconnaître une marque de loin, c'est les fameux logos culture pub où il suffisait de changer, on reconnaissait quand même la marque, il n'y a pas de problème. L'exemple que nous on donne souvent, c'est par exemple GSF, en l'occurrence c'est du nettoyage plutôt industriel, donc du ménage on va dire, et où pourtant ils ont une marque employeur très forte. Avec des blouses, tout est logoté GSF, ils ont des actions pour leurs collaborateurs, et pourtant c'est les gens qui font le ménage. Et ces gens-là vont vous défendre l'entreprise en vous disant c'est super, c'est génial, GSF c'est les meilleurs, etc., etc. Et c'est cette notion-là qui est importante. L'autre exemple qu'on a eu, c'est d'intervenir dans une entreprise sur ces sujets-là, et on a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous parle de Sodebo. Et elle nous vend Sodebo, mais alors c'était le top, c'était super, c'était des super produits, s'il faut acheter c'est Sodebo ou autre. Et en l'occurrence on intervenait chez des vétérinaires, c'est un gros problème de recrutement, bref. Et on lui dit, vous y travaillez pas parce que vous êtes vétérinaire si vous êtes là. Il dit non, c'est mon mari. La marque employeur était tellement forte, c'était tellement bien fait, que c'est son mari qui y travaillait. Et elle a convaincu tout le monde autour de la table que Sodebo c'était génial. Mais là du coup je pense qu'il y a un point qui est vraiment essentiel par rapport à ça, c'est que comme tu le disais un peu aussi tout à l'heure Nicolas, c'est que ce soit les clients, les collaborateurs, les partenaires, les freelances avec qui vous bossez, tous les gens qui gravitent autour de votre entreprise, en fait, finalement, ce sont une seule et même communauté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit avoir une stratégie qui est globale et qui soit alignée aussi d'un point de vue marketing et d'un point de vue marketing RH. On peut pas mentir. Il y a trop de ponts. Les gens vont pouvoir s'exprimer. Et surtout que l'image d'avoir une entreprise dans une boîte noire, elle est finie. Parce qu'en fait, elle est transparente, elle doit être ouverte. Les gens, ils demandent ça. Et du coup, gérer une entreprise, c'est pas tant gérer une équipe, c'est gérer un écosystème. C'est que les communautés, les clients, les partenaires qui sont autour, et ces gens-là, ils font partie de la culture. Et nous, on juge ça ultra intéressant, et c'est quelque chose qu'on prend en compte avec nos partenaires ou avec nos clients, de se dire « Ah, celui-là, on raisonne bien avec lui. On a la même vision par rapport à notre marché, par rapport à notre industrie, et on sait qu'on va pouvoir faire davantage de choses ensemble. » Donc cette logique, je pense, entrepreneuriale, je pense sur les entreprises aujourd'hui qui prennent bien le pli du numérique, c'est qu'ils sont plus dans une logique auto-centrée sur leur entreprise. Ils sont sur une logique de se dire
Non, je dois être vraiment à l'écoute de tout le monde et je suis en train de constituer un écosystème culturel autour d'une vision et cette vision, elle doit rattacher des personnes et on doit limite se poser une question si notre vision et notre culture ne rattachent personne autour, si nos collaborateurs externes ou nos partenaires ne résonnent pas avec nous sur certains sujets. Est-ce qu'il y a des schémas que vous recommanderiez peut-être sur des structures. Demain, je suis une entreprise, je suis une PME, comment je peux déjà faire un pas vers cette logique de culture d'entreprise, que ce soit pour mieux vendre sur les réseaux sociaux, que ce soit pour mieux recruter. Quels sont un peu les schémas que vous voyez pour avancer vers cette direction? Moi, le point que je vois, enfin le plus important là-dedans, que ce soit pour le marketing ou le marketing RH, c'est vraiment de travailler son profil type en fait, que ce soit son profil type de client idéal ou son profil type de collaborateur idéal. C'est vraiment déjà de définir à qui on s'adresse. C'est-à-dire que si on ne sait pas à qui on parle, on ne peut pas envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. La petite expression qu'on voit un peu partout sur Internet maintenant quand on parle de marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est submergé d'informations sur Internet et même ailleurs, donc on va apporter de l'attention qu'au contenu qui nous parle vraiment. Et donc, si on veut toucher un collaborateur ou un client, il est essentiel de savoir quelles informations, quel type de contenu, sous quelle forme et à quel endroit, en fait, la personne veut consulter ce contenu-là. Et je pense que ça, c'est vraiment un point essentiel que les entreprises vont pas prendre en compte. C'est-à-dire que, oui, elles vont faire leur fiche post, oui, elles vont faire des emails ou quoi pour leurs clients et des actions pour essayer de gagner des clients, mais elles ne se posent pas la question de savoir quelles informations le client ou le collaborateur veut recevoir, sous quelle forme et à quel endroit. Et ça, je pense que c'est vraiment la première action, selon moi. Il y a une autre étape aussi, moi je vois vraiment en parallèle, c'est que généralement on se préoccupe directement du client. On ne se pose pas forcément les questions par rapport à soi. C'est-à-dire de se dire, ok, j'ai une marque, j'ai un logo. Qu'est-ce qui reflète ce logo? Quelles sont les valeurs par rapport à ça? Nous, on l'a fait en interne, c'est de se dire, ok, quelles sont les 3 valeurs? Qu'est-ce qu'on veut communiquer par rapport à ça? Pour constituer notre logo, pour choisir nos couleurs, pour mettre en place notre site. Et du coup, on a fait vraiment ce travail-là de lister nos valeurs en amont pour se dire, ok, on peut les noter, on peut les afficher dans le bureau et on peut dégager une vision par rapport à ça. Après, je suis carrément d'accord avec toi. Maintenant, je pense que, et toi tu l'as fait parce que tu avais déjà l'expérience par rapport à ça, mais en fait, ça, tu peux le faire faut forcément que tes valeurs soient en adéquation avec la personne que tu cibles derrière, quoi. Mais il faut que ça soit en adéquation avec toi en tant qu'individu. Donc c'est un triangle à faire. Si tu veux le marketer, le machin, et vraiment en exploiter tout le potentiel, il faut que tu arrives à le traduire. Voilà, tu as tes valeurs, tu veux faire transparaître ces valeurs-là, il faut que tu saches comment les transmettre à la personne que tu cibles. Et là, tu es obligé de faire ce travail de personnage. Je pense que tu peux pas dissocier un peu les deux. De mise en parallèle. Mon positionnement et après mon profil type de client ou de collaborateur idéal. Je pense qu'il faut vraiment faire un peu les deux en même temps. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment savoir qui on veut attirer et après savoir ce que lui attend de nous pour pouvoir l'attirer derrière. Ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel. Le deuxième, c'est, selon moi, après je vais laisser la parole à Guillaume qui est l'expert sur le sujet, mais je pense qu'il faut vraiment aussi prendre conscience du fait que c'est pas la marque employeur, c'est pas quelque chose de curatif. Moi, j'ai un exemple d'un client là-dessus qui m'a contacté un jour pour faire de la marque employeur parce qu'en fait, il a été condamné au prud'homme à verser une certaine indemnité à un de ses anciens collaborateurs. Et en fait, il y a eu des articles de presse qui ont été faits sur le sujet et ces articles de presse se sont retrouvés positionnés numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur Google et quand on tapait le nom de cette marque-là, il y avait les trois articles de presse qui arrivaient, quoi. Et forcément, un collaborateur qui se dit j'ai vu une offre chez machin, je vais me renseigner sur machin et je tape machin sur Google et que je vois qu'il a été condamné au prud'homme à verser une grosse somme d'argent, je vais pas postuler chez lui, quoi. Et là, donc, ce client-là a pris conscience qu'il avait besoin de travailler sa marque employeur justement pour un peu camoufler cette décision prud'homale. Prud'homal, c'est pas mal, hein. 3 syllabes. 3 syllabes, c'est pas mal. C'est la première fois que je l'utilise dans ma vie, je suis assez content. Mais non, mais juste de dire, en fait, la marque employeur, c'est quelque chose que vous devez travailler dès aujourd'hui, que vous ayez un besoin en recrutement ou pas. Et c'est là, en fait, où l'aspect stratégique, justement, de savoir à qui on s'adresse et comment on doit s'adresser à lui devient essentiel, finalement. Ouais. Par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose que je rajouterais, c'est l'authenticité. Alors, clairement, ça fait galvauder comme mot, mais ça ne l'est pas. C'est indispensable d'être authentique
Premièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de se renseigner, on vient de le voir. Alors, ouais. Effectivement, pour troller, je dirais... Tu peux pas jouer à un jeu. Ouais. Voilà, pour troller, je dirais que le gars était quand même pas bon, parce que s'il avait publié déjà un peu de ses propres contenus, les décisions prud'homales, elles se seraient pas vues. Clairement, si quand on cherche votre entreprise, la seule chose qu'on trouve, c'est société.com, commencez par ça, il y a des petites choses à faire. Pour revenir sur l'authenticité, c'est super important, parce que aujourd'hui, vous n'allez pas recruter que des compétences. Ouais. Vous n'allez pas recruter que des savoir-faire, et le problème c'est que l'école ne donne que des diplômes par rapport à des savoir-faire. Vous allez recruter aussi et essentiellement des savoir-être. Ouais. Et un savoir-être, vous n'allez pas forcément pouvoir le deviner tout de suite. On a tous fait des erreurs casting dans notre vie avec quelqu'un dont on se disait il est qualifié, il est bon, il a bossé dans telle boîte, il est super, etc. Sauf que le gars c'était un micromanager ou un tueur d'énergie, ou quelqu'un qui réussissait aux dépens des autres, etc. etc. Est-ce que c'était un mauvais ? Pas forcément, c'est juste que ça ne faisait pas avec votre équipe. Et cette notion d'authenticité, elle est super importante parce que le message que vous allez envoyer, aussi bien à des clients qu'à des collaborateurs, va faire que les gens vont se retrouver dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Et vont vouloir soit vous acheter vos produits, soit travailler avec vous, soit travailler pour vous. Et cette notion-là, elle est importante. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque employeur. Si votre truc, c'est que vous voulez gagner de l'argent et faire de la marge, et que vous voulez des tueurs, des tueurs par rapport à ça, c'est-à-dire que vous voulez absolument des gens qui sont là pour apprendre vite et gagner de l'argent, bah c'est pas grave. Dites-le, parce que vous allez recruter ce genre de gens. Si vous dites, ah non, nous ce qu'on aime c'est les clients, c'est le client avant tout, il n'y a que ça qui compte, et qu'en fait ce que vous voulez absolument c'est faire de la marge, et que vous dites à vos gars, non mais si un client appelle, il doit payer, on ne prend pas d'appel gratuit, vous allez avoir un gros problème. Et ce qui est quelquefois intéressant de voir, c'est que sur des grands groupes ou des grosses entreprises qui font un travail sur la marque employeur et qui se recadrent un petit peu parce qu'ils ont besoin, peut-être après une levée de fonds ou des choses comme ça, de se remobiliser, notamment avec les historiques et les nouveaux, il y a souvent des départs. Et je rebondis là-dessus parce que parfois, une marque, elle veut être trop sexy, elle veut vendre du rêve, elle veut attirer. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait à l'inverse, c'est que sur les entretiens, moi je dis aux personnes, mais par contre, tu veux venir ici, mais tu vas en chier. Voilà, il faut que tu le saches. C'est pas un job tranquille ou voilà, c'est en mode start-up, c'est cool. C'est que c'est dur aussi derrière. Donc je pense qu'il faut avoir cette authenticité et cet alignement dans tes attentes parce que tu as beaucoup de grands groupes qui masquent un petit peu la réalité sur des process ou autres. Et du coup, c'est un peu comme une pochette surprise. Tu passes un entretien, tu sais pas ce que tu vas découvrir derrière. Donc c'est important d'être clair sur ses attentes, sur sa vision, sur les profils, sur les compétences. Voilà, faut pas être trop sexy, faut être aussi authentique. Il faut essayer de dire la vérité parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont l'avoir. Donc ce sera compliqué. C'est comme acheter un produit dont on nous vante qu'il est super. Et en fait, on se rend compte qu'on a reçu une montre livrée depuis Taïwan dans une enveloppe à bulle. Bon, quand on l'a payé 5 €, il y avait peut-être un piège. Mais très clairement, en plus, avec la mode de l'entrepreneuriat, la mode des startups, la mode de tout ce qui est numérique, évidemment que ça peut être déceptif. Tous les e-commerçants qui vont nous écouter, on sait comment ça se passe, c'est difficile dans l'e-commerce. On sait qu'une grosse partie, c'est pas le côté je vais faire du référencement et YOLO, ça va être marrant. Il y a une grosse partie, c'est je vais saisir mes produits, il y a une grosse partie catalogue. Je vais expédier mes colis parfois. Je vais faire une logistique qui va être l'enfer. Quand ça va être Noël, je vais pas vivre. Quand je vais arriver le lundi matin et que je vous souhaite d'avoir 200 commandes, bah vous avez pas de vie parce que il faut préparer les commandes et qu'après il y a du support parce que les gens rappellent et qu'il y a des changements de loi qui vont faire que maintenant il y a 31 jours, etc., etc. Donc on a suffisamment travaillé avec des e-commerçants pour savoir que c'est pas une vie aisée. Est-ce que ça peut être sexy ? Est-ce qu'il y a des gros potentiels ? Est-ce qu'on peut avancer, apprendre beaucoup de choses et se former à des métiers qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années et qui seront essentiels demain ? Bien sûr que oui. Et c'est pas linéaire. Mais ça sert à rien de mentir en disant « Ah, tu vas voir, le e-commerce, c'est génial. » Tous les e-commerçants que je peux connaître, voilà, on est dans un garage et on vend des macramés qu'on fait le week-end et grâce à ça, je me suis sorti ma retraite et j'ai un revenu complémentaire. Voilà, c'est le problème de la semaine de 4 heures. Tous les gens qui lisent la semaine de 4 heures en général ont dû s'arrêter au titre parce que l'idée c'est plutôt d'avoir un business sur lequel on a tellement bossé qu'au bout d'un moment il peut rouler si on ne s'en occupe que 4 heures. Mais pendant ce temps-là on fait autre chose. Bon bah voilà, ça, il faut pas mentir. Il faut expliquer ce qui se passera. Et vous verrez que plus vous serez honnête, aussi bien avec les clients qu'avec les collaborateurs, plus vous serez honnête, plus vous allez recruter
peut-être de moins nombreux profils, mais des profils qui vont vous convenir idéalement. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche le bon client et on cherche le bon collaborateur. Culturel, autant pour le client que pour le collaborateur, ça c'est essentiel. On en parlait un autre jour, voilà, c'est cette association en termes de clients. Tu peux avoir des bons clients, c'est bien. Mais si c'est le client qui coûte le plus d'argent, qui te pose le plus de questions, qui n'est pas dans la même logique et la même philosophie et culture que toi, ça peut être coûteux. Même logique par rapport à ça, être authentique avec ses clients, pas trop leur vendre de rêve, leur dire, leur respecter en termes de prestat, en termes d'attente, vraiment être transparent là-dessus. Ouais, mais complètement. Mais là, après, c'est la vision, vraiment la culture, la vision qui est au centre de tout ça. Tout à l'heure, Nico, tu nous disais que voilà, e-commerce nation, c'est des explorateurs de l'e-commerce. Ce que tu attends quand tu reçois des collaborateurs ou que des personnes postulent chez toi, tu attends que ce soit des personnes curieuses et qui soient passionnées par le e-commerce. Nous, de notre côté, notre mantra, voilà, c'est de permettre aux entreprises de développer leur chiffre d'affaires dans un monde qui bouge. Le mot-clé là-dedans, c'est vraiment permettre. Donc, nos clients doivent comprendre qu'on n'est pas là pour tout faire à leur place. C'est qu'on va leur donner les clés, on va les accompagner pendant un certain moment, mais après on s'en va et c'est à eux de gérer tout seul. Donc si on est clair par rapport à ça, notre message, on va recruter les bons clients. Mais si on n'est pas clair dans notre message, les clients qui vont venir vont vouloir de l'opérationnel ou des choses comme ça, et nous on va pas s'éclater, on ne sera pas aligné. Donc mentir, ça sert à rien, quoi. Donc il faut vraiment qu'on ait définir son message. Voilà, faut qu'on ait notre message, notre vision, et qu'on soit clair dessus et qu'on ne déroge pas, parce que moi ça m'est arrivé souvent de passer des entretiens où j'arrivais face au directeur qui voulait me recruter, c'est lui qui me vendait sa boîte. Et moi, quand j'arrive là, ça sent pas bon, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le principe de dire, moi j'aime bien souvent dire que sur internet on ne vend pas, on aide, mais c'est un peu ça, c'est que si on arrive sur le site d'une boîte qui fait que faire la promotion de ses postes, de son job, de sa structure, de son organisation et tout, on va se dire mais il y a un truc qui va pas, quoi. C'est à la limite, vous devez attirer le collaborateur, vous ne devez pas lui courir après. Si vous faites que courir après des collaborateurs ou courir après des clients, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est ce qu'on fait nous sur notre process, c'est-à-dire à chacun des entretiens quand on voit des candidats, on se présente. Mais pas en tant qu'entreprise, en tant que personne, pour dire voilà, moi ce que je peux t'apporter, moi j'ai ces compétences-là, j'ai tel parcours international, pour dire voilà, nous c'est à nous aussi de t'attirer, de te convaincre que tu viennes chez nous. Donc, et ça on leur dit. Et à la fin, on dit, on dit pas c'est le poste et on cherche ses compétences. On dit, nous, ce qu'on recherche, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu recherches et quel matching on peut faire avec ça. Donc, je pense que c'est important, cette relation d'avoir une vision très horizontale des choses. C'est essentiel. Et en plus d'avoir la culture, parce que tu peux avoir une culture, mais si c'est une culture qui est écrasante, au final, tu vas avoir des profils et tu vas essayer de les faire rentrer dans une case. Mais en fait, tu dois avoir des profils qui vont enrichir ta culture, qui va dans une certaine direction et qui vont la promouvoir. En fait, ce qui se passe souvent, nous, quand on fait des accompagnements ou du travail sur la marque employeur et sur l'éditorial et l'inbound recruiting, des choses comme ça, c'est aussi, finalement, on offre l'œil d'un tiers par rapport à ce que les gens expriment. Et on a quelquefois des entreprises qui... pour recruter ou se donner une image sympathique, vont poster que des trucs on a fait un barbecue, c'était sympa, on a mis un gif de chat qui joue du piano, et on dit gif, pas gif. C'est la grande guerre. Voilà. Alors oui, ça peut être sympa, sauf que en faisant ça, l'image que vous pouvez renvoyer, notamment à des clients, c'est qu'en fait vous en foutez pas une. Parce que vous êtes tout le temps en train de faire un barbecue, vous vous amusez, vous postez autre, et que quelquefois poster des cas clients, des études de cas. La marque employeur, c'est pas que du fun, c'est pas forcément qu'il y ait des trucs super. Nous, on bosse aussi beaucoup sur cette notion-là. Bien sûr. Sur qu'est-ce que vous exprimez et qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va activer les triggers, qu'est-ce qui va exciter les gens en face, que ce soit un client ou que ce soit un collaborateur, mais comment vous allez l'exciter. Si ce que vous cherchez à recruter, c'est un développeur mobile ou un data scientist, lui dire que vous faites des vendredis mojito et que vous arrêtez pas de manger des pizzas, vous pouvez remballer, ça va pas donner grand chose. Et le problème, c'est que si vous allez sur un site, par exemple Welcome to the Jungle, qui est un bon site de recrutement pour start-up et entreprises du numérique, vous avez la plupart des entreprises où quand vous regardez pourquoi venir bosser chez nous, c'est on est sympa, on est cool et en plus on a des nerfs. Alors ok, mais ça représente à peu près les 3/4 des startups de la planète.
vous séduirez beaucoup plus les gens en disant on a des systèmes où on va être à l'écoute, vous avez du temps pour travailler sur vos projets, on vous paye des formations, vous pouvez aller à des conférences, on a une bibliothèque gratuite, on vous donne, je sais pas, 100 € par mois que vous pouvez utiliser pour un projet de l'entreprise ou pour soutenir une action caritative, etc. C'est ça qui parle. Ouais. Et le problème, c'est de tomber dans le cliché. Et facilement, quand on est un peu centré sur soi, de la même manière qu'on a peut-être besoin d'un marketeur pour donner la stratégie et dire oui ça c'est bien mais il va falloir le mettre dans cet ordre là et produire comme ça, c'est un peu le même problème auquel quelquefois on est confronté, c'est qu'on a le nez dans l'entreprise avec des gens qui sont dans l'entreprise et on a peut-être plus de mal à comprendre ce que peuvent attendre les gens qu'on voudrait attirer. Ouais, et surtout on a un peu cette facilité je pense à reproduire des schémas extérieurs et on se dit telle boîte ils font ça donc c'est cool je vais faire pareil. Mais sauf que c'est pas la même sensibilité, si on n'a pas le même rapport à ses collaborateurs, à ses partenaires, ça sert à rien de forcer sa nature. C'est comme du relationnel avec ses amis ou autres, on va pas proposer de faire un saut en parachute si notre pote a le vertige. Donc c'est pareil avec ses collaborateurs, on va pas les mettre je sais pas dans un certain contexte qui peut être difficile pour eux et pas en adéquation avec leurs valeurs personnelles. Donc je pense que de forcer sa culture, c'est pas très bon, c'est plus de faire un état des lieux. Nous ce qu'on a fait, on avait fait un petit exercice pour pousser un peu cet aspect de culture, de marque employeur ou autre. Pour Noël, j'avais demandé à l'équipe, pour vous e-commerce nation c'est quoi? Donc chacun de manière anonyme écrivait sur un papier. Être un bon explorateur c'est quoi? T'écris pareil sur un papier. Des petits éléments comme ça, parce qu'en fait la culture, c'est pas tant à moi de l'imposer. En fait, comme tu le dis, elle est déjà là. Et en fait, il suffit juste de poser les questions et de la matérialiser pour en voir un peu les contours. Et donc pour dégager un peu une énergie qu'on peut partager en extérieur. C'est la même co-création qu'on peut retrouver avec des clients. C'est-à-dire leur demander... que représente l'entreprise pour vous? Quelles sont les valeurs les plus fortes? Sur quoi on est bon? Sur quoi c'est quoi votre vision de l'avenir ou autre? Et comme je le disais, quelquefois il y a du travail sur la marque employeur qui, alors plutôt sur les grosses entreprises, mais va déboucher sur des départs. Parce que les gens, en fait, peut-être des historiques, se retrouvent plus dans la nouvelle orientation ou se retrouvent plus dans ce qui a été formalisé. Alors, le gros problème de cette partie-là, peut-être plus encore qu'avec les clients, c'est qu'il y a de l'humain et qu'il y a du management et que c'est quelque chose à gérer. Donc ça, c'est une part non négligeable du problème. Mais finalement c'est sain. Et en plus c'est pas parce qu'ils partent que ça va devenir des détracteurs de l'entreprise. C'est aussi ça qu'il va falloir comprendre. Donc là on est encore sur une autre notion, mais cette notion de co-création, Ludo pourra en parler en marketing, mais on retrouve ça, de demander l'avis au client, pas forcément pour faire exactement ce que dit le client, parce que le client il a pas toujours idée de ce que vous pourriez produire, de ce que vous pourriez proposer, mais pour en tout cas avoir un feedback, un retour de ce que les gens attendent et de ce qu'on représente pour eux. Ah oui, complètement. Après, moi, si je retiens un truc de ce que tu as dit, Guillaume, c'est que si on dit GIF, on postule pas chez Qdify. Si, on peut, mais il y aura un gage. D'accord, bon, ça va, c'est cool. Non, mais c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est vraiment comprendre aussi ce que veut notre client idéal ou notre collaborateur idéal pour voir justement comment on peut répondre à ça et lui apporter ce dont il a besoin et ce qu'il attend et de la bonne manière, quoi. Très bien, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Une question pour avancer sur notre échange et puis après pour finaliser, comment convertir sans vendre? Parce qu'il me semble que c'est un peu la problématique, aussi bien au niveau RH, ne pas vendre sa boîte mais montrer qu'elle a de la valeur, ne pas vendre ses produits mais montrer qu'ils ont de la valeur, qu'il y a des retours au niveau de la communauté, au niveau des acteurs, qu'on a des retours de ses collaborateurs. Donc au final, on ne maîtrise pas le process, on se met en arrière, on laisse la culture parler. Mais comment on le maintient et comment tout ça s'illustre pour attirer de nouveaux collaborateurs et de nouveaux clients? Alors la première notion qui me viendrait, et ça va te parler Nicolas, c'est la notion de communauté et la notion d'ambassadeur. Si votre marque, si vos produits, si vos services, et de l'autre côté, si l'expérience est de l'autre côté, si ce que vous faites vivre, si votre type de management, si votre ambition, si votre manière de faire avancer vos collaborateurs sont suffisamment bons, parlent suffisamment aux gens que vous avez en face, ils vont devenir des ambassadeurs. Ils vont participer à une communauté, ils vont devenir des ambassadeurs et ils vont communiquer pour vous. Et c'est exactement, et on va reboucler sur le social selling, c'est ce qui devrait se passer. C'est-à-dire que les gens sont tellement fans de vous. Je vais prendre l'exemple pour du e-commerce.
on a des cas où des clients vont se plaindre d'un produit et la marque a même pas besoin de répondre. La communauté va dire non, c'est toi qui sais pas t'en servir parce que c'est vraiment un super produit, j'en suis content, etc. Il va s'auto-réguler. Voilà. Quand vous en arrivez à un niveau comme ça, vous fonctionnez au top. Vous avez des solutions comme Talkie qui permettent d'avoir des chats en ligne où les personnes qui répondent en face, c'est pas votre service marketing, c'est votre communauté de clients. Vous avez ça chez Leroy Merlin ou autre où en fait on va vous dire bah non, prends pas telle perceuse, prends celle-là parce qu'elle est mieux. Rien vous convaincra plus que ça parce que c'est quelqu'un comme vous. Vous allez avoir on est un animal social, on a besoin de voir des gens qui nous ressemblent. Donc on se dit c'est un client, il est comme nous, il n'a pas de raison de me mentir. S'il me dit que cette perceuse-là elle est mieux, je vais prendre cette perceuse-là. Et c'est pour ça que même quand on est dans le e-commerce, même quand on est dans le numérique depuis des années, quand on va au resto ou quand on va à l'hôtel, on va sur TripAdvisor où on va regarder les avis parce qu'on fonctionne tous pareil. Et c'est pareil pour l'intérieur de l'entreprise. Si demain un collaborateur est capable de me vendre son entreprise en me disant c'est le NPS, le Net Promoter Score qui existe aussi en interne, donc c'est le INPS, Employee Net Promoter Score. Si j'ai quelqu'un de l'entreprise qui est capable de me dire écoute, c'est tellement bien dans ma boîte que si tu peux, viens y bosser. Ou vous publiez une petite annonce et vous avez un collaborateur qui dit ouais, super opportunité. Alors un collaborateur, d'accord, c'est pas qu'un salarié, c'est votre entourage, un partenaire, n'importe quoi, qui dit super annonce, jetez-vous dessus, c'est une super idée autre. Vous aurez toujours des meilleurs profils qu'une annonce dans Pôle emploi, dans Indeed, dans ce que vous voudrez. Parce que en fait, ça viendra de la base et ça viendra... C'est une prescription qui est naturelle. Exactement. Et je pense que c'est intéressant d'écouter ce feedback. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien, c'est voir comment mes collaborateurs, ils pitchent, c'est-à-dire un événement, comment ils expliquent la boîte. Est-ce que le descriptif, il est dans cette lignée-là? Est-ce qu'il raconte une histoire? Est-ce que c'est en adéquation avec tes valeurs? Ou est-ce que c'est un discours qui est un peu parsemé? Et je pense que ça, c'est vraiment clé à comprendre. Mais comment on arrive à un ambassadeur? Je pose la question, j'ai déjà quelques réponses, mais j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Est-ce qu'un client qui achète, ça va être un ambassadeur? Comment activer un petit peu plus cette logique d'ambassadeur? Là, moi, là-dedans, je vois, il y a deux concepts qui sont assez clés. Il y a notamment le concept de UGC, User Generated Content, qui est important. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à inciter vos clients à faire la promotion de vos produits, que ce soit de laisser un avis sur les réseaux sociaux, sur votre site web, que ce soit à participer à un témoignage client ou des choses comme ça. Même une photo Instagram où ils sont en train d'utiliser le produit. Exactement. Et là, tout va passer par l'incitation, en fait, et la fidélisation. Et là, il y a un point important. Là je parle d'un point de vue clientèle. Moi je me souviens d'un client qui m'avait dit on a un gros problème chez nous, c'est que nos clients ne reçoivent qu'une communication par an, c'est la facture. Et ça c'est hyper parlant parce que c'est le cas je pense peut-être dans 90% des boîtes. C'est-à-dire qu'on a bataillé, on a gagné des clients, on sait que gagner un client ça coûte plus cher que d'en fidéliser un. Mais on fait rien pour le garder, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des clients qui ne reçoivent qu'une facture par an de la boîte avec laquelle ils bossent. Et ça, c'est vraiment très très problématique. Si vous voulez que vos clients deviennent vos propres ambassadeurs, vous devez garder contact avec eux. Et nous, on a un petit peu adapté le concept de lead nurturing et de lead scoring, qui est valable pour tout ce qui est génération de leads au niveau marketing automation. On l'a adapté aux clients. C'est-à-dire que nous, on parle de customer scoring et de customer nurturing. C'est-à-dire qu'on va faire un scoring qui va essayer de mesurer le niveau de satisfaction de nos clients. Et en fonction de ce niveau de satisfaction-là, on va lui envoyer des chaînes d'emails pour lui apporter soit des compléments d'information pour qu'il puisse utiliser mieux un produit ou qu'il puisse mieux profiter d'un service, pour essayer de lui vendre des choses peut-être complémentaires, ou en tout cas pour augmenter sa durée de vie en fait, d'un point de vue client. Donc ça, c'est comme ça en fait, que vous allez réussir à fidéliser vos clients, parce que vous vendez un produit ou un service, mais derrière, vous lui vendez aussi, ce que tu disais tout à l'heure, une expérience. C'est-à-dire que moi, j'avais un client qui bosse dans tout ce qui est running, ça va te parler un peu Nicolas, qui vend des pompes de running. Et souvent, tu vends des pompes de running à des amateurs, ils vont aller courir. Et le lendemain, ils ont des cloques partout, quoi. Ils vont aller sur ta page Facebook ou sur ton site web, ils vont dire putain, vos pompes c'est de la merde, j'ai des cloques au pied, machin. En fait, c'est juste parce que tu sais pas courir. Et si derrière, à ce mec-là, tu lui envoies régulièrement des astuces pour bien courir, bien s'échauffer, peut-être aussi acheter la bonne paire de chaussettes parce que c'est important. D'être à l'écoute. Moi, je connais bien cette industrie-là. Si demain tu vends une paire de chaussures et que tu as une veille sur Instagram dès qu'il y a un post avec le hashtag ou qui identifie ta marque, tu peux dire oh super, qu'est-ce que vous avez pensé de cette paire de chaussures? Et là c'est génial parce que dès lors que tu as cette démarche là,
Le client, il a besoin d'attention. Et tu dis ça. Et moi, j'avais commandé, par exemple, un matériel high-tech en ligne, tu vois. C'était une petite caméra pour faire des lives et autres. Et j'avais commandé sur un site, c'était pas sur Amazon, c'était un site français qui vendait de l'high-tech. Et je passe ma commande, tout se passe très bien, et je reçois un appel. Et en fait, c'était la boutique qui m'appelait et il me disait ouais, voilà, vous avez commandé tel produit, je voulais juste m'assurer que c'était le bon produit, que vous avez les bons éléments et autres. Et j'ai fait waouh, c'est génial, quoi. C'est génial parce que, et du coup, je suis un fervent admirateur maintenant de cette marque, et si je dois recommander du matériel, je suis plus enclin à l'acheter là-dessus. Mais du coup, c'est cette logique de faire un effort supplémentaire que tu vas peut-être pas avoir de ROI, mais en fait, le ROI, c'est la confiance de l'utilisateur, c'est-à-dire de le transformer en ambassadeur. On dit, quand on demande quel est ton ROI, quel est le ROI de ton ami, tu ne mesures pas le ROI de ton ami, qu'est-ce qu'il va t'apporter ou autre. Donc un ambassadeur, c'est exactement pareil. Si tu rattaches quelqu'un en tant qu'ambassadeur, ça sera une force de vente pour toi, ça sera peut-être un client un certain jour, mais au final, tu agrandis ton écosystème. Et nous, c'était une obsession au sein d'e-commerce nation. Moi, ce que je disais à tout le monde, notre objectif, c'est pas de vendre. On s'en fout de vendre, de trouver de nouveaux partenaires. Notre objectif, c'est d'avoir des ambassadeurs. Je veux que les gens qu'on rencontre, ils kiffent notre projet et ils kiffent notre équipe. Ça, c'est le top. Une fois qu'on est là, voilà, le reste sera que positif, parce que dès lors qu'on aura un modèle économique qui sera plus détaillé ou autre, tu as le contact avec les gens. Et ça, c'est le plus dur à voir, c'est de créer un relationnel. Donc je pense quand on est une marque ou une entreprise, pour transformer quelqu'un en ambassadeur, c'est de trouver une manière de développer ce relationnel, qui soit via mailing, soit via l'UGC, que ce soit via des petits commentaires sur les réseaux sociaux, mais en fait d'en faire plus que ce qu'ils pourraient avoir avec Amazon, avec n'importe, ou plus différent. Je vois des e-commerçants qui font des box par exemple et qui mettent des petits mots, des petits mots manuscrits. Et ça paraît rien, mais ça crée une relation personnalisée et on se dit ouais, j'ai un contact. Et après, je suis l'entrepreneur qui gère le site e-commerce sur Instagram. Je vois qu'il package ses chaussettes et tout. J'ai un contexte qui est totalement différent. Et quand j'en parle, je raconte son histoire. Je dis pas juste j'ai acheté une paire de chaussettes sur tel site, quoi. Après, il y a du coup, pour même appliquer ce concept-là à tout ce qui est collaborateur, il y a le concept d'employé advocacy que tu connais bien, Guillaume, qui est essentiel. C'est que aujourd'hui, vos collaborateurs doivent être vos premiers ambassadeurs. Ouais. Et ça, c'est pareil, en mettant en place des actions d'incitation pour faire la promotion, pour peut-être même, ne serait-ce juste les former à utiliser les réseaux sociaux pour qu'ils les utilisent de la bonne manière et tout ça. Ça, c'est des petites actions que vous pouvez mettre en place assez rapidement. Mais l'employé advocacy, aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Pourquoi ? Parce que l'acheteur, il n'est pas dupe. Il sait très bien maintenant que quand il a abonné une page Facebook ou quand il reçoit un emailing d'une marque, que ce soit un message à forte valeur ajoutée ou un message promotionnel, il sait que finalement le but ça sera de lui vendre quelque chose. Par contre, quand c'est un collaborateur qui va relayer un article de blog ou qui va relayer une photo ou je sais pas, une vidéo d'un événement qui s'est passé en interne et tout, il se dit pas le collaborateur il fait ça pour que derrière l'entreprise vende, il fait ça parce qu'il a kiffé le truc, quoi. C'est ultra contre nature parce que en fait pour les entreprises ils disent faut que je vende, faut que j'augmente mon chiffre d'affaires, mais en fait il faut que j'aille dans la direction opposée. Donc c'est-à-dire il faut que je détache de cette perception de conversion pour les utilisateurs pour mieux convertir, pour avoir une meilleure relation, pour pouvoir convertir sur la suite. Donc c'est un peu l'histoire, on est normand, donc l'histoire de la vache, tu essayes de la pousser, elle résiste, mais tu tires la queue et elle va avancer. Donc en fait, tu as un peu une psychologie inversée par rapport à ça, qui est assez essentielle. Et il y a beaucoup de boutiques physiques qui le comprennent maintenant, c'est-à-dire je vends du running, je vais organiser des sorties pour courir. Donc je crée de la valeur, je crée un lien avec les utilisateurs et après quand je vais lancer de nouveaux produits, ils vont être au courant par rapport à ça. Donc cette logique communautaire, elle est essentielle et j'insiste sur le fait, comme on en avait parlé, qu'elle doit être authentique parce que c'est impossible d'avoir de l'engagement sans de l'authenticité sur Internet, c'est pas possible. C'est clair. C'est essentiel et tout ce qu'on a dit, ça ferait très plaisir à mon associé Hervé qui lui est plus sur la partie commerciale et qui dit toujours une phrase que j'aime bien, qui est que son métier, il n'est pas de vendre, il est d'expliquer aux gens comment nous vendre. Il est d'expliquer aux gens comment ils peuvent parler de nous et comment nous vendre. Et c'est exactement ça, et la plupart des gens qui nous contactent,
nous contactent pas sur des pubs ou des choses qu'on a fait, mais parce qu'on a été recommandé et parce que des gens ont été capables de leur dire si tu as telle problématique, écoute, Qdify peut quelque chose pour toi. En tout cas, renseigne-toi, et s'ils peuvent pas t'aider, ils pourront dire qui pourra. Et déjà, on retombe sur le côté aide. Et je rebondis sur autre chose, sur la notion de culture d'entreprise. Cette culture d'entreprise, en fait, la meilleure définition qu'on puisse en donner par rapport à l'employé advocacy, si on veut que les gens communiquent et autres, on peut pas les laisser partir à l'assaut comme ça. Parce que sinon, ils vont publier tout et n'importe quoi et ça va pas aller. Et c'est comme tout, oui, il faut des guidelines. Et c'est aussi à ça que sert la marque employeur, c'est-à-dire à dire oui, ça c'est nos valeurs, non, ça c'est pas nos valeurs, oui, ça c'est notre vision, ça c'est pas notre vision. Et la culture d'entreprise, en fait, où on a de l'historique, où on a de la vision, où on a des rites, où on a des rituels, où on a l'avenir, ce qu'on veut faire, pourquoi, comment, etc. En fait, ça va servir de grille de lecture. Et cette grille de lecture-là, ce qu'elle va permettre, c'est qu'un collaborateur, il prendra peut-être pas la décision idéale, mais il prendra jamais une mauvaise décision s'il connaît la culture d'entreprise, s'il a une grille de lecture. Et c'est ça qui est nécessaire pour qu'il puisse vous vendre. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, si vous êtes un e-commerçant, vous ne pourrez pas concurrencer Amazon. Et Amazon, tout le monde le sait, pendant des années, les retailers ont fait l'erreur de croire que la force d'Amazon, c'était juste d'être en ligne et c'était l'offre pléthorique qui est proposée, là où la force d'Amazon, c'est le service. Et ils ont mis du temps à comprendre et on en revient aux notions d'expérience. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre et ils commencent à rattraper. Donc si vous êtes un e-commerçant, vous ne serez jamais Amazon et vous ne pourrez jamais proposer le même catalogue et peut-être pas l'ensemble des services. Mais vous pourrez certainement proposer d'autres choses que Amazon ne peut pas se permettre. Une communication personnalisée, de liker des photos de quelqu'un sur Instagram ou autre, et ça fait toujours plaisir. On a besoin aussi de se sentir aimé, choyé, valorisé. D'avoir un chargé de compte qui va vous appeler personnellement, etc., etc. Il y a des tas de choses que vous allez pouvoir vous permettre qu'Amazon ou un gros, un Cdiscount, ce que vous voulez, ne pourra pas se permettre, et vous, en tant que e-commerçant de taille raisonnable, va pouvoir faire. En tant qu'employeur, c'est exactement la même chose. Vous ne serez pas Google, vous ne serez pas Air France, vous ne serez pas Renault, mais il y a des tas de choses que vous allez pouvoir proposer que ces entreprises-là ne peuvent pas proposer. Vous allez pouvoir proposer peut-être des choses avec les conjoints, peut-être des expériences que les autres ne pourront pas avoir, peut-être de l'autonomie, peut-être de la responsabilité, etc., que ces grosses boîtes-là ne pourront pas vous proposer immédiatement. Et ça attirera soit vos clients, soit vos collaborateurs, soit des clients qui aiment tellement que finalement ils ont envie de devenir collaborateurs. Top. Je pense qu'on a parcouru pas mal de sujets. Social selling, marque employeur, on a réussi à réunir ces deux univers qui ont un dénominateur commun, que ce soit la culture, pour pousser davantage cette conversion indirecte, on va dire, quelque part. Très bien, monsieur, je vous remercie pour cette émission. Merci à toi, Nico. J'invite nos auditeurs à découvrir davantage sur vos profils. Donc Guillaume Lenné de Qdify et Ludo Salen de SLN Web. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez les retrouver, découvrir leur contenu et d'autres informations sur ces thématiques-là. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite. À très bientôt, Nicolas. Merci à toi. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.